Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce JT politique d'aujourd'hui. Nous recevons sur ce plateau monsieur Maman Bachar. Maman Bachar est le coordinateur national du réseau Espérance. Ensuite, nous avons Garé Amadou. Garé Amadou est journaliste professionnel indépendant. Et à ma droite, vous avez effectivement monsieur Maman Abdou. Maman Abdou est le directeur de publication du journal La Lettre des Citoyens. Alors, mesdames et messieurs, cela dit, aujourd'hui, comme planifié par le gouvernement de la région de Niamey, qu'a débuté la grande opération du déguerpissement aux alentours des différents marchés ainsi que les écoles. L'opération en fait s'inscrit dans le cadre de la tenue en 2019 du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que le Niger aura l'insigne honneur d'abriter. Alors, cette initiative des autorités régionales fait et continue de provoquer la colère de certains commerçants qui ont accepté quand bien même de quitter les lieux indiqués, même s'ils sont minoritaires, d'après un reportage d'une télévision de la place diffusé le dernier jour du délai fourni à cette catégorie de commerçants. Alors, première question, Maman Abdou, partout dans les rues de Niamey, la question de ce déguerpissement des commerçants du grand marché occupe les lèvres des citoyens. Pourquoi tant d'agitation et de murmures? Certains commerçants voient-ils d'un mauvais œil cette opération? Pourquoi? Bien, merci Salut. Une fois de plus, de l'occasion que vous nous donnez pour nous prononcer sur des questions d'actualité. Comme tous les citoyens, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette opération de déguerpissement, pas seulement au niveau du marché, du grand marché des moyens, mais au niveau des établissements administratifs, des écoles et de certains centres de santé Cela dit, vous savez, le Niger, on est habitué à beaucoup de situations qui font en sorte qu'à un certain moment, je pense que c'est devenu même un droit. Or, tous ces commerçants, qui soient au niveau du grand marché, qui dirigent leur boutique ou bien leur centre de commerce au niveau des établissements ou des écoles, la municipalité, quand elle donne ce genre de trucs, c'est écrit en noir et blanc que c'est à titre temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, la mairie peut retirer pour en avoir besoin de sa place. Pour en avoir besoin de sa place. Ils le savent particulièrement. J'ai entendu que ça fait 15 ans qu'il est là. Mais 15 ans, c'est toujours temporaire. Jamais les autorités municipales n'ont livré effectivement un quitus définitif. Donc, c'est ce qui fait qu'on recommande même à ces commerçants, à ces opérateurs, effectivement, de ne pas construire avec des matériaux définitifs. Parce que d'un jour à l'autre, la mairie peut avoir besoin de sa place. Or, en ce temps précis, les autorités de la région de Niamey ont besoin effectivement de ces places. Donc, à tout moment, ils peuvent les récupérer, les reprendre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Contrairement effectivement à ces agitateurs qui à chaque fois ne voient que des mauvais œil, toute opération qui rentre dans le cadre effectivement de la célébration de ce concept de Niamey Yala. Nous apprécions cette initiative et nous encourageons les jeunes de Niamey à poursuivre. Il ne faut pas que ça soit du bluff, il ne faut pas que 2 jours, 3 jours après ou bien un mois après, qu'elle n'ait déguerpi certains, que les autres, ils reviennent encore, puisque ça, on avait l'habitude effectivement de trouver des situations pareilles à chaque fois que le temps passe, effectivement, les gens croient que c'est fini, ils peuvent revenir à la charge. Très bien. Donc, je reviens vers vous. Maman Bachar, mettez-vous à la place de ces commerçants. Que sentirez-vous? Que diriez-vous? Bon, puisque je ne suis pas à leur place, je vais me permettre simplement d'exprimer une opinion autour de ce qui se passe.
je constate dans un premier temps, il y a un fort besoin donc d'assainir les lieux, de créer des espaces et surtout de favoriser une fluidité de circulation, notamment donc de engins à 2 ou à 4 roues, de manière à ce qu'il y ait moins d'embouteillages, puisque le grand marché, c'est quand même le centre de ville, et également le petit marché répond à cette même préoccupation. Il me semble que dans une démarche comme celle-là, il est toujours utile d'échanger avec les différents acteurs de la place. C'est ce que fait le gouverneur. Oui, c'est ce que fait le gouverneur, il me semble, en tout cas, pour dégager des voies et moyens par lesquels, en tout cas, cette opération puisse être menée de la manière, si vous voulez, calme, ou en tout cas de la manière la plus civilisée possible. Parce que ce que j'ai vu, c'était vraiment des va-et-vient assez, si vous voulez, violents, entre d'une part les occupants de la place et les forces de l'ordre. Et finalement, ça ne donne pas, de mon point de vue, une bonne image pour un pays démocratique comme le nôtre. Il me semble qu'il y a une nécessité de mener une activité de communication assez intense pour que les gens comprennent que, en fait, les mesures qui sont prises ne sont pas des mesures qui sont prises contre eux. C'est une mesure qui est prise pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, y compris eux. Puisque aujourd'hui, c'est une aberration de trouver des marchés du Niamey quasiment vides dans les alentours et de trouver le grand marché complètement, si vous voulez, envahi par des kiosques donc, qui ne font pas partie du bâtiment même du grand marché. C'est-à-dire la place réservée pour les parkings, pour que les gens entrent et sortent de manière assez, si vous voulez, souple, libre et aisée au grand marché. Maintenant, cette place-là est occupée par des commerçants. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ils ont occupé donc le parking, mais c'est que la présence de leur boutique produit un autre effet sur la chaussée elle-même. Finalement, les gens, non seulement ils ont occupé le parking, mais ils occupent une partie de la chaussée, ce qui rend la circulation extrêmement difficile dans ce lieu-là à certaines heures donc de la journée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? De mon point de vue, dans un premier temps, il faut prendre contact avec eux, leur faire comprendre qu'une ville moderne a besoin quand même d'un minimum d'ordre. Et ce minimum d'ordre-là, il est dans l'intérêt de tous et de chacun. Et l'État, dans son rôle régalien, ne peut pas laisser que des intérêts particuliers des individus puissent surplomber les intérêts généraux, en fait, de l'ensemble des populations. Et tout le monde se plaint de cette situation-là d'engorgement au niveau du grand marché. Et tout le monde se plaint également du fait que les marchés périphériques ne sont pas suffisamment occupés. Aujourd'hui, quand vous prenez un marché comme celui de Habutagui, vous avez comme l'impression qu'il n'est même pas occupé à 50% de ses capacités. Vous prenez des marchés comme celui de Haroubanda. Donc pourquoi ces commerçants-là ne peuvent pas aller s'installer là-bas? C'est la question que nous allons poser à Gary. Alors Gary, pourquoi ces commerçants justement refusent, n'acceptent pas d'aller dans les autres, s'installer dans les autres différents marchés puisqu'il y en a de la place? Oui, bon, qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'est-ce qu'ils craignent? Bon, je crois que d'abord, avant de commencer, je vais rectifier quelque chose que vous avez dit lors de la présentation. Vous avez dit que Gary était journaliste indépendant. Gary n'est pas un journaliste indépendant. Très bien. Journaliste professionnel. Salarié à l'événement, même s'il ne représente pas l'événement ici. Très bien. Voilà, mais même s'il ne représente pas l'événement ici, très bien, très bien. Salarié de l'événement. Très bien, très bien. C'est bien compris. Pourquoi les gens ne vont pas dans les marchés? Mais en fait, le problème, c'est au niveau même de la population. La population même néglige ces marchés-là. Je parle des clients, vous comprenez? C'est-à-dire que les mêmes produits qui sont vendus au grand marché et qui sont vendus au niveau du marché à Salam, les gens préfèrent, même les gens qui sont dans le quartier, par exemple, du quartier CG4 là,
préfèrent aller au grand marché. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Il y a une différence d'articles ou bien... C'est une mentalité. C'est une mentalité. On dirait que les commerçants du grand marché ont un griki qui fait que les gens ils préfèrent faire des kilomètres pour aller au grand marché plutôt que... C'est peut-être une sorte de mode où je sais pas quoi, ou une sorte... Quand tu dis que tu as acheté au grand marché, on pense que voilà, c'est le luxe. Voilà, et l'affluence, etc. Les gens, c'est l'ambiance qui... Donc, quelque part, c'est eux qui jouent sur ça. Mais, il est clair que, comme l'a dit Bachar, comme l'a dit Maman, une ville moderne ne peut pas accepter le désordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, que les gens puissent comprendre que non, on ne fait pas des boutiques n'importe où, n'est-ce pas? Et que même s'il y a des places que la mairie vous donne, c'est à titre provisoire, elle vous le précise, n'est-ce pas? Même si elle vous le donne, elle vous dit non, attention, ça c'est pas définitif, c'est pourquoi il faut faire avec tôle. Ne fais pas avec des briques parce que d'un jour à l'autre, on peut décider de mettre fin à ce bail-là. C'est ce qui se passe. Les gens sont habitués à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où j'ai comme l'impression que les gens aiment le désordre. Vous comprenez? Les gens n'aiment pas la discipline dans le cadre de comment on appelle ça là, du Nyaminyala. Mais il faut que ça cesse. Maintenant, le problème, ce n'est même pas le déguerpissement. Le problème, c'est le suivi. Parce que, comme l'a dit Maman, il ne s'agit pas de faire des opérations de communication, n'est-ce pas, où on filme des gens en train d'être déguerpis. 2 jours après, ils reviennent. Regardez ce qui se passe au niveau du lycée Kassé. Pratiquement, les écoliers sont envahis de commerçants. Et à chaque fois, on les déguerpit. C'est pas pour la première fois qu'on les déguerpit. C'est pas pour la première fois. Allez-y vers Onata. On avait déguerpi les gens à un certain moment, mais je vous assure, c'est le grand désordre encore. Le problème, c'est le suivi. Moi, je l'avais dit. Il faut que, par exemple, la communauté urbaine de Niamey puisse... Il faut que les policiers municipaux soient à ces points. C'est-à-dire qu'on dise que, bon, à ce point précis, il y aura chaque jour de 8h jusqu'à la fermeture des marchés, il y aura des policiers municipaux qui seront là, qui seront chargés. Qui vont veiller. C'est leur rôle, ce sera leur rôle. Au niveau de tous les emplacements. Donc moi je pense que tant qu'il n'y a pas de suivi, les gens vont se dire c'est la même chose, c'est 2 jours. Très bien. Maman Abdou, alors est-ce que c'est la bonne façon, c'est la dernière, est-ce que cette opération cette fois-ci va marcher? Est-ce qu'elle aura un suivi des autorités pour qu'il y ait un succès? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr parce que ces autorités ont habitué aux gens à des actions éphémères, des actions ponctuelles, tout juste pour des coups médiatiques. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, après, les commerçants reviennent à la charge. Mais cette fois-ci, il y a une succession d'événements qui vont faire en sorte que ces autorités-là, régionales, doivent prendre effectivement toutes les dispositions nécessaires pour que ceux qui sont déguerpis aillent effectivement s'installer dans les autres marchés qui sont quasiment vides. Je pense bien que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution effectivement de tenir ces marchés ou bien ces écoles et ces établissements administratifs effectivement déguerpis de ces commerces. Hier j'ai suivi le gouverneur de la région de Niamey disant que effectivement ils vont mettre les moyens nécessaires effectivement pour que cela y soit. Je peux être d'accord avec lui et je serai d'accord avec lui lorsque je constaterai que effectivement ceux qui ont été déguerpis commencent à occuper les marchés qui sont créés. Vous voyez, il y a même des marchés privés. On encourage les opérateurs à créer des marchés pratiquement maintenant dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements. Il y a plusieurs commerces, il y a plusieurs centres commerciaux qui ont été créés par des opérateurs économiques qui n'attendent qu'à ce que ces commerçants-là viennent s'installer. Mais là aussi, il y a un je pense que tout à l'heure vous avez soulevé un problème. Vous avez soulevé un problème qui n'est pas de moindre, le fait que les Niaméens ou bien ceux qui visitent Niamey, à chaque fois qu'ils viennent, ils se dirigent vers le grand marché. C'est une question de mentalité et je pense que c'est une question de temps aussi.
Parce que maintenant, même trouver un moyen de locomotion, un taxi pour vous amener au grand marché à un certain moment de la journée, c'est difficile. Et vous partez avec votre véhicule, vous êtes obligé de le stationner à plus d'1 kilomètre du centre commercial. Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir accès à ce commerce. Et ceci, grâce à ce commerce-là. Moi, je pense que ça va de l'intérêt de la Socogem, qui a des commerçants qui louent ces boutiques-là à grands frais, et que parfois même ceux qui viennent au grand marché, ils s'arrêtent, ou ceux qui sont tout autour de ce marché-là. Ils font leur marché, ils font leur achat et puis ils retournent. C'est aussi ça qu'il faut voir, parce que je ne suis pas sûr si ceux qui sont à l'intérieur sont d'accord à ce qu'on laisse ceux qui sont tout autour là occuper des espaces qui ne paient pas le même taux d'occupation de terrain que ceux qui sont au grand marché. Donc je pense que c'est une question de temps. Les uns et les autres, même ceux qui sont en train de s'agiter par rapport à cette action, vont finir par comprendre que c'est de leur bien, c'est de leur intérêt. Parce que, imaginez-vous, vous avez vu, lorsque ce marché-là a pris feu, c'est presque tout le marché qui était détruit. C'est là, grâce effectivement à ce temps, parce qu'il y a trop d'embouteillage, de désordre, les véhicules de sapeurs-pompiers n'ont pas accès à ces lieux-là. Donc, moi, je pense que c'est de leurs propres intérêts, effectivement, d'avoir des espaces, de sécuriser leur commerce et de sécuriser leurs biens. Je crois que vous êtes bien compris. Mais, mesdames et messieurs, suite de ce JT politique, ce dernier temps, la question de subvention de l'État nigérien au niveau de l'hôpital national de Niamey préoccupe à plus d'un titre certains médias de la place. En effet, chaque année, selon cette presse, 4 milliards de francs CFA sont octroyés à l'hôpital sous forme de subventions. Selon cette même presse, les usagers des services publics de l'hôpital national de Niamey ne constatent aucune amélioration dans l'accessibilité aux soins, mais également en termes de la qualité des soins qui sont rendus, qui sont servis. Alors, à titre d'exemple, de 2011 à aujourd'hui, la 7e République a octroyé en tout et pour tout 24 milliards de francs CFA. Maman Bachar, on disait que l'argent du contribuable doit servir l'intérêt général. Alors comment le faire pour le cas précis de l'hôpital national avec la subvention de l'État annuelle? Mais les règles, tout le monde les connaît, puisque quand on parle de financement public, vous voyez toutes les procédures qu'il faut satisfaire pour accéder à l'argent public, ce qui impose aux bénéficiaires effectivement une gestion parcimonieuse, transparente et efficiente, puisque vous voyez c'est une dépense vraiment normalement, quand on regarde les procédures qui sont observées, c'est des dépenses qui sont efficacement contrôlées. Il faut qu'il y ait un engagement, qu'il y ait un ordonnancement, qu'il y ait une liquidation ensuite pour qu'il y ait un paiement. Donc lorsque on débourse des fonds publics, surtout pour des secteurs aussi stratégiques, assez sensibles, sociaux, comme celui de l'hôpital, il va sans dire que ceux qui sont nommés pour gérer justement ces ressources-là puissent avoir un sens de transparence, un sens d'efficacité dans la gestion et un sens surtout d'efficience, puisque nous, le contribuable, ce que nous pouvons tout de suite observer, est-ce que quand on parle aux urgences, on est tout de suite pris en charge? Est-ce que ceux qui n'ont pas les ressources suffisantes pour se payer les frais nécessaires pour leur prise en charge adéquate sont effectivement pris en charge en attendant que leurs parents peut-être se présentent? Est-ce que les accidentés sont immédiatement pris en charge du fait de l'urgence qui correspond à leur situation? Est-ce que aujourd'hui l'hôpital appuie même des recherches par rapport à certaines maladies dites chroniques ou en tout cas des maladies génétiques et autres? Bon, de ce point de vue-là, on reste sur notre faim, mais on constate cependant qu'il y a quand même un effort
assez important qu'on constate dans la propriété de l'hôpital. On constate que de plus en plus, il y a une démarche qualité en fait au niveau de l'hôpital, tant dans le domaine de la salubrité que dans le comportement, en tout cas, des agents. Tout le monde peut en témoigner, mais on constate en même temps que vraiment la prise en charge de malades au niveau des urgences et les coûts assez importants quand même des frais médicaux restent en tout cas en dehors de la portée de la majorité des Nigériens. Tous ceux qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'une prise en charge adéquate en matière de santé sont ceux qui sont soit assurés ou ont ce qu'on appelle la prise en charge, donc soit de l'État ou des institutions dans lesquelles ils travaillent. Maintenant, comment créer les conditions pour que cette couverture maladie soit universelle, pour que chaque citoyen nigérien, quand même, quelles que soient ses conditions d'existence, puisse, en cas de maladie, bénéficier des soins adéquats par rapport à sa situation. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas encore pour le moment. Très bien. Gary, alors cette situation, est-ce que le gouvernement, à travers le ministre de tutelle, vous ne pensez pas que l'État doit investiguer un peu, auditer même si possible l'hôpital national, la gestion globale? Mais c'est clair. 4 milliards, c'est pas 4 000 francs. 1 milliard, ça fait 1000 millions. Parce qu'il faut que les gens puissent... Ça fait 1000 millions. Donc 1000 millions fois 4 par an. C'est pas rien. Oui, c'est pas des cacahuètes, ça c'est beaucoup d'argent. Je pense que cette subvention de l'État là, il faut que le ministère de tutelle puisse en tout cas diligenter nos pour savoir l'argent là, qu'est-ce qu'il en est fait. Parce que comme les gens le disent, mais la population est quand même sur sa faim. Ça veut dire que quand on voit l'investissement que l'État fait et qu'on voit les prestations au niveau de l'hôpital, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est vraiment désolant. C'est-à-dire que la qualité n'y est pas. La plupart du temps, les gens sont obligés, après être partis à l'hôpital, de se retransporter au niveau des cliniques. D'abord parce que les médecins même ne sont pas là. N'est-ce pas? Les médecins, on va vous dire que des médecins qui sont payés par l'État ils travaillent à l'hôpital le jeudi. Et 2 jours par semaine. Le reste des journées, ils sont dans les cliniques. Est-ce que ça, dans les cliniques privées. Dans les cliniques, est-ce que ça c'est sérieux? N'est-ce pas? Je pense que d'abord c'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut que les médecins qui sont payés par l'État puissent travailler au niveau de l'hôpital parce que c'est ça leur truc. Ils sont affectés à l'hôpital et qu'ils restent là-bas à l'hôpital. Voilà. S'ils veulent à des heures creuses, n'est-ce pas? Ils peuvent aller au niveau des cliniques. Mais c'est anormal qu'on me dise que non, je vais à l'hôpital, on me dit que non, le médecin il ne vient que le jeudi. Ou bien il faut 15 heures. Oui, il faut 15 heures pour qu'il vienne. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il est où? Il est malade ou bien il est en voyage? On dit non, il travaille dans une clinique. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux. Donc les 4 milliards là que l'État met au niveau de l'hôpital de Niamey, il faut que le ministère de tutelle puisse diligenter l'audit pour savoir depuis 2011, voilà, qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que l'argent, c'est pas comme l'argent public, ça se dépense pas comme ça. Vous comprenez? C'est pas comme l'argent que je vais sur le tablier, non. Il y a une traçabilité. On a fait de tel million, on a fait ceci, de tel million, pour que l'État puisse savoir. Parce que je vous dis, on a l'impression que ces investissements-là ne servent pratiquement à rien du tout. Parce que c'est toujours la même routine. Heureusement que l'hôpital de référence a été créé, n'est-ce pas? Et lui, certainement encore qu'il doit avoir encore beaucoup plus d'investissements parce que c'est plus grand, n'est-ce pas? Mais il faut que l'argent qui a été dépensé depuis 2011, qu'on puisse avoir la traçabilité. Parce que je vous dis, franchement, ceux qui visitent l'hôpital, en tout cas les patients, si vous les interrogez, si à la porte de l'hôpital, vous interrogez les patients qui sortent, sur la qualité de la prestation qu'on leur offre. Non, mais ils vont vous dire, n'est-ce pas? Et surtout, comme ils l'ont dit, au niveau des urgences, aujourd'hui, il ne faut pas souhaiter avoir quelqu'un au niveau des urgences. C'est compliqué, n'est-ce pas? Parfois, c'est vrai que Niamey, c'est une ville d'accident. Et surtout au niveau de la... C'est une ville d'accident. Oui, ça veut dire quoi, une ville d'accident? Vous savez, les motocyclistes conduisent comme ils veulent, n'importe comment. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un véhicule, vous êtes obligé de faire attention. Ça, c'est une parenthèse, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de faire attention parce qu'ils ne respectent aucun feu, ils ne respectent aucun truc de code de la route. Donc, au niveau des urgences, il y a un engorgement qui fait que les gens sont pratiquement à même le sol parfois, n'est-ce pas? Des gens qui sont fracturés à même le sol parce que... Mais j'ai dit,
Normalement, 4 milliards, c'est 4 000 millions. Parce que vous savez, il faut dire les choses pour que le Nigérien puisse. Parce que le Nigérien, il a le truc du 4 000 millions qu'on met chaque année au niveau fois 24. Oui, donc je pense que fois 24, parce qu'on parle de 24 milliards. Si on met 4 000 millions par an, quand même la qualité des prestations doit venir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que des gens ont volé, mais j'ai dit le ministère de tutelle doit mener des enquêtes approfondies. En tout cas, très bien. Pour savoir qu'est-ce qu'il en est fait de ces fonds-là. Très bien. Comment se fait-il que les prestations ne correspondent pas à la subvention de l'État, à l'hôpital national? Bien. Soit, ça c'est vous qui le dites, donc vous êtes responsable de ce que vous avancez. Mais je dois dire, l'hôpital national de Niamey, comme son nom l'indique, c'est un hôpital national. Donc il est censé accueillir une catégorie effectivement des patients ou bien des malades. Malheureusement, ce qui fait la difficulté de cet hôpital, chacun veut se faire soigner au niveau de l'hôpital. Chacun, pour une simple facture, pour un simple mot de tête, pour une simple fièvre, au lieu de vous diriger vers les autres centres secondaires, les gens préfèrent aller à l'hôpital national. Mais c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que non, il y a ce que les différents centres envoient. Il y a ce que les différents centres envoient, mais il y a d'autres qui viennent d'eux-mêmes. Ce qui fait que la complexité de la gestion au niveau de cet hôpital. En plus, vous dites que les prestations ne sont pas de à la hauteur de la subvention. De bonne facture. Bon, ça c'est une question d'opinion. Parce que je suis sûr que tous ceux qui rentrent dans cet hôpital, pour des cas qui sont censés être pris en charge par cet hôpital, ne vont pas vous dire, ne vont pas vous donner cette réponse. C'est vrai, il y a de gros efforts qui sont en train d'être faits et qui sont en train de se faire, mais écoutez, c'est un hôpital. Il y a beaucoup de charges et souvent beaucoup de besoins. Et souvent les matériaux ou les matériels qui sont utilisés, c'est des matériaux qui coûtent excessivement cher. Il se peut que le patient ou le malade ne perçoit pas effectivement les gros investissements qui sont en train d'être faits. Je vous informe que moi, ça fait pas longtemps que j'ai visité cet hôpital et il y a des matériels de dernière génération. Les matériels les plus sophistiqués. L'hôpital de Niamey a le plateau technique de certaines catégories les mieux avancés de la chirurgie. Pour vous dire qu'il y a des investissements qui ont été faits. Mais je ne dis pas que c'est l'ensemble de tous les plateaux techniques qui est bon. Mais je pense qu'il est l'un des meilleurs. Donc, pour vous dire que ces investissements, ces 4 milliards peuvent peut-être être engloutis dans la recherche effectivement de l'excellence, dans la recherche de la qualité que cet hôpital-là est en train, ou cherche effectivement à donner aux patients. D'autre part, il y a une question très cruciale qui n'est pas perçue par les patients. C'est effectivement la présence effective de ceux qui sont chargés de soigner ces maladies. Effectivement, des agents qui sont là-bas, des médecins qui sont là-bas et des autres infirmiers. Le problème, c'est que c'est eux-mêmes qui constituent le problème de cet hôpital. En faisant parce quoi? qu'ils ne sont pas toujours présents sur le lieu de travail. Mais pourquoi parce que encore c'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent. Parfois ils mettent les machines en panne, ou bien s'ils ne prennent volontairement pas, s'ils ne prennent pas, laisse-moi te dire, s'ils ne prennent pas certaines de ces matériaux-là pour les envoyer dans les cliniques, c'est eux-mêmes qui dirigent. C'est eux-mêmes qui dirigent effectivement les patients vers les cliniques. On vous dit qu'ici, à l'hôpital, il n'y en a pas, ou bien à telle heure, moi je ne serai pas là, mais je vous donne rendez-vous dans un autre hôpital. Voilà le gros problème. Et ça, les patients, la population ne perçoit pas ça. C'est eux-mêmes qui constituent le gros problème de cet hôpital. Si cet hôpital est en difficulté, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas le plateau technique, mais c'est parce que les hommes
qui sont chargés effectivement d'animer, de faire vivre cet hôpital, de lui donner son caractère national, ne le font pas. Tout le monde sait et tout le monde est convaincu que ces médecins ne sont pas régulièrement, comme tous les autres fonctionnaires, de 8h peut-être à 15h ou bien à 17h05 sur le lieu de travail. On vous dit que je suis d'accord qu'il y a quand tu passes 2 jours de garde, tu dois te reposer, mais malheureusement, pourquoi diriger effectivement les patients vers notre clinique et dire que non, là-bas il y a plus de matériel, ou bien dans tel labo, c'est là-bas où on fait des examens. Or, à l'hôpital, effectivement, il y a tout pour les examens. Et parfois même les laboratoires envoient. Tu pars là-bas faire ton test, mais on vient au niveau de l'hôpital pour faire l'examen et renvoyer le résultat. Est-ce que le ministre est conscient, le ministre de la Santé est conscient de tout le monde est conscient, tout le monde est conscient par rapport à ce qui se passe au niveau de cet hôpital, et les gens sont en train effectivement de voir dans quelles conditions ils vont prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier. Mais sinon, c'est ce qui se passe, tout le monde est conscient et les gens voient ce qui se passe. Sinon, je ne peux pas comprendre. Toi, tu es dans un hôpital, tu es sur le lieu de travail, pour quelque chose que tu devrais faire avec, bien sûr, tout le plateau technique qui est là, non? Tu dis qu'aujourd'hui tu ne viens pas, ou bien après-demain tu ne viens pas, il faut qu'on te retrouve dans telle ou telle clinique. Ça ne se fait pas. Ça, même la conscience morale, la conscience professionnelle ne le trouve pas ces gens à le dire, mais malheureusement ils le font. Donc je suis de ceux qui pensent que beaucoup de choses, il va falloir repenser, ou bien il faut avoir effectivement au niveau de la direction de ces hôpitaux, c'est pas seulement au niveau de la direction de l'hôpital de Niamey, parce que dans tous les autres centres, ce sont des pratiques qui commencent à s'installer et à être ancrées, ces agents de l'État. Or, l'hôpital a pour vocation de donner un service public de qualité. L'État a mis les moyens nécessaires. Vous dites 4 milliards par an, c'est extrêmement beaucoup. Il faut que les gens sentent qu'on a investi, qu'on a mis de l'argent pour leur santé. Il faut que la conscience professionnelle chez nos médecins là, il faut n'ont qu'à se référer effectivement au serment d'Hippocrate, qui dit voilà dans quelles conditions ils devront exercer et pourquoi ils doivent le faire. Ils ne vont pas mettre effectivement la recherche de l'argent au devant effectivement de ceux qu'ils sont appelés et de ceux qu'ils ont prêté serment à faire. Très bien. Maman Bacha, est-ce que cette situation qui prévoit actuellement à l'hôpital national de Niamey, et dont Maman Bacha vient de détailler, est-ce qu'on ne constitue même pas une carotte bien cuite pour la haute autorité de lutte contre la corruption, Alcia? Bon, je ne sais pas si dans les attributions de la Alcia, elle peut s'intéresser à des situations qui ne sont pas pour le moment litigieuses. Il me semble également qu'il y a une nécessité peut-être de nuancer dans le comportement des médecins. Parmi les médecins, il y a des médecins spécialistes qui ont un rang d'enseignants-chercheurs, c'est-à-dire ils ont un temps qui doit être consacré pour les consultations et un temps consacré aux enseignements et à la recherche. Donc il se trouve qu'évidemment, lorsqu'ils auraient passé un certain nombre d'heures donc au niveau de l'hôpital, ils ont également des heures à passer là-bas au niveau de la faculté de médecine, notamment pour dispenser les enseignements et diriger des recherches. J'arrive, je vais finir. Très vite. Oui, très vite. Donc, et je pense que cette nuance-là, elle est importante. La deuxième nuance aussi à apporter, c'est qu'un médecin, comme tout autre agent de l'État, il peut avoir un nombre, si vous voulez, limite de patients qu'il doit consulter, à partir desquels il sera plus efficace. C'est-à-dire lorsque, par exemple, dans une journée, un médecin peut consulter normalement, paisiblement, professionnellement 30 personnes, si vous l'amenez à consulter ou à être consulté par 70 personnes, ne vous attendez pas à une efficacité. Si par exemple un patient doit passer un entretien de 10 minutes avec un médecin, vous multipliez les 10 minutes là par le nombre de patients qui seraient passés devant lui, et vous voyez que parfois c'est énorme. Il arrive dans certains cas qu'ils font ce que les enfants appellent le chap-chap, c'est-à-dire le malade arrive chez eux, avant même qu'ils ne finissent d'expliquer en 2 minutes, on lui a déjà prescrit, on l'a renvoyé, compte tenu en fait de la masse des gens qui sont en train d'attendre
pour être reçu. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est ça, de mon point de vue, qui renvoie à cette question de gestion des ressources humaines. Est-ce que nous répondons aux normes telles que fixées par l'Organisation mondiale de la santé? C'est-à-dire, un médecin est consulté par combien de personnes par jour? Et lorsque on lui attribue d'autres fonctions autres que celles, par exemple, de soigner des gens, par exemple l'enseignement ou la recherche, combien de patients objectivement on peut lui confier pour qu'il fasse efficacement le travail? Puisque si on permet à ce qu'il soit débordé, il n'y aura pas de l'efficacité. Il fera semblant de travailler, mais en vérité, il fait du n'importe quoi. Puisque vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont envoyés au cimetière comme ça. C'est-à-dire un faux diagnostic de médicaments qui ne correspondent pas donc au mal que la personne pose, compte tenu du fait qu'on est pressé d'en finir et que l'autre entre. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Et j'ai dit que c'est de nuances qu'il faut apporter par rapport à cela, ce qui n'excuse pas, ce qui effectivement, comme l'a dit le précédent intervenant, ceux qui font semblant de travailler le matin à l'hôpital et donnent le rendez-vous le soir donc à leurs patients dans des cliniques. Ça, évidemment, ce n'est pas sérieux. Et je me rappelle, il y a 3 ou 4 ans, le directeur général de l'hôpital a fait même sortir une circulaire pour demander au personnel salarié de l'hôpital de faire des options claires et précises. Ceux qui veulent véritablement rester travailler pour l'hôpital, ils doivent s'investir entièrement et à 100%. Et ceux qui veulent vraiment s'investir dans le privé, ils n'ont qu'à aller s'investir dans le privé. C'est légal, l'État l'autorise, on a besoin de cela. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est cet amalgame-là. Donc qui, si vous voulez, dénature le service public et qui crée des frictions donc au niveau des citoyens qui, par exemple, dans certains cas, n'ont pas les ressources nécessaires pour aller dans les cliniques, mais on les oblige, on les force à aller dans les cliniques parce que simplement que ils sont convaincus que s'ils restent à l'hôpital, ils n'auront pas des soins de qualité. Donc ça, c'est un problème effectivement moral qui se pose et c'est un problème éthique qui se pose et c'est un problème de gestion des ressources humaines qui se pose sur lesquels il faut s'appesantir. Très bien. Mme Garé, pour finir avec ce chapitre, certainement, ces fonctionnaires de l'État nous suivent actuellement et même au niveau du ministère de la Santé, certainement, nous sommes suivis. Qu'est-ce que vous proposez au ministre? Qu'est-ce que vous proposez à ces agents pour la bonne collaboration et la parfaite utilisation des ressources financières que l'État octroie chaque année à cet hôpital? Oui, moi je pense que moi je fais confiance à l'actuel ministre de la Santé, Kalla Moutari, qui a déjà commencé à sévir concernant les médecins indélicats qui ne veulent pas aller à leur lieu d'affectation. Moi je compte, on n'a pas besoin de l'Alcia. Le ministre Kalla Moutari, il est capable. Ah non, il est capable. Il a fait ses preuves déjà. Je suis sûr que lui, il va sévir. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'ordre dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a la première anomalie du reste. Moi je pense qu'un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate de soigner des gens, n'est-ce pas? Un médecin qui est affecté au niveau de l'hôpital, qu'on lui dise de partir enseigner encore à l'école, ça c'est une première anomalie. C'est-à-dire qu'on ne peut lui dire de partir enseigner à l'école que quand il a un assistant qui peut donner les mêmes services que lui quand il n'est pas là. On ne peut pas laisser un service vide parce que le prétexte que le médecin est au niveau de la faculté des sciences en train d'enseigner, vous savez combien de morts ça a créé? Est-ce que vous savez combien de morts ça a créé? Ce n'est pas normal, c'est une anomalie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que quand un médecin pas enseigner au niveau de la faculté des sciences, parce que c'est important aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut faire le même travail. Puisse le remplacer. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour le faire remplacer, eh bien, il faut partir. Non, il faut faire venir un enseignant de l'extérieur de Burkina pour venir enseigner, pour que lui puisse soigner des gens. On en a assez ici, sur le sol nigérien. C'est une anomalie, il faut mettre fin à ça. C'est une anomalie. Un médecin de l'hôpital national de Niamey qui part enseigner alors que le fait qu'il soit là-bas au niveau de l'hôpital national, ça peut créer des morts au niveau de l'hôpital. C'est anormal. Il faut aussi penser à la question du recrutement de nouveaux agents au niveau de l'hôpital. Je vous dis, on ne peut pas laisser un service et dire le prétexte que non, le médecin au niveau de la faculté de sciences en train d'enseigner, il ne vient qu'à midi. Alors que le malade est dans des souffrances. Dans des situations critiques. Dans des situations critiques. Vous pensez que c'est normal? Première anomalie. Deuxième anomalie, c'est ce qu'on avait dit là.
Des médecins qui... Je ne vois même pas... Même pour les ordonnances, la pharmacie de l'hôpital, il faut que cette subvention-là puisse faire en sorte qu'il y ait assez de produits. Parce que quand on partait au niveau de la pharmacie de l'hôpital, on n'a pas ça ici. Oui, il faut aller. On vous indique la clinique. Là où il faut trouver. Oui, on vous dit qu'il y a des médecins qui viennent. On dirait qu'il y a une complicité entre... quelque chose qui ne va pas. Mais je vous dis, moi je suis confiant. L'actuel ministre de Kalla Moutari est déterminé à faire changer les choses. Et il est conscient de la situation. Il est conscient de la situation. Il a vu le peu de temps qu'il a passé là, il a vu tous les problèmes. Espérons que le soutien qu'a eu le gouverneur de la région de Niamey dans le cadre de cette opération, Kalla Moutari aura aussi ce soutien du président de la République pour finir avec cette situation. C'est clair qu'il a le soutien de la population parce que lui, il est là pour mettre de l'ordre. Les médecins qui font double vacation là, c'est-à-dire travailler à l'hôpital national de Niamey et puis travailler dans une clinique là, ça va s'arrêter. Très bien, très bien. Suite de ce JT politique, mesdames et messieurs, 21 milliards d'euros pour réformer les systèmes de soins de santé en Afrique. C'est le montant global que la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont décidé d'investir sur les 3 à 5 prochaines années justement sur le continent africain. L'annonce a été faite le vendredi dernier à travers un communiqué commun rendu public en marge de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, qui s'est tenue à Nairobi samedi et dimanche dernier. Ainsi, pendant 5 ans, la Banque mondiale compte investir 15 milliards de dollars dans le cadre de la couverture en santé universelle. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, lui, 9 milliards de dollars pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et enfin, le Japon en question, lui, en promet 30 milliards de dollars d'investissement dans les 3 ans. Alors, je reviens avec vous, Maman Abdou. Constatant au départ de ces annonces de financement sur le sol africain dans le secteur principal, le secteur stratégique de santé, c'est un ouf de soulagement justement pour le secteur de la santé ici en Afrique, on peut le dire. Bien. Les deux questions de soulagement, mais je pense que c'est des apports qui ne sont pas négligeables, mais le gros effort doit provenir des États eux-mêmes. Vous savez, tous les pays ne sont pas à la même enseigne, n'ont pas les mêmes difficultés de point de vue sanitaire. Il y a ceux qui sont beaucoup plus durablement affectés que d'autres et que la répartition de ces différents fonds vont prendre en compte effectivement le degré de vulnérabilité de ces pays. Je ne dis pas non à ces appuis, mais il faut donner beaucoup plus d'importance aux investissements que nos États font en direction de la santé. Vous avez parlé tout de suite de... comment il s'appelle du Fonds mondial ou la Banque mondiale. L'universalité des soins de santé, la couverture universelle. Ici, je pense qu'il y a une association de protection que le Niger est en train, avec certaines ONG, que le Niger est en train d'explorer ou bien d'adapter. Et je pense que c'est avec des genres de situations comme ça, des genres d'opportunités qu'on peut effectivement valablement prendre en charge nos populations. J'ai dit que c'est toujours bon d'avoir des appuis extérieurs, mais le gros problème, le gros investissement doit provenir de nos États. Il faut que nos États soient conscients que la santé est une priorité et que nos populations, pour vaquer bien à certaines préoccupations, à certaines occupations, il faut que ces populations eux-mêmes soient en bonne santé, puisque c'est la première déterminante, c'est la première priorité de toutes les priorités. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire, on ne peut rien y entreprendre. C'est pour cela que je dis que moi je suis d'accord avec cet appui, mais quand même il faut que nos États soient conscients que il faut qu'ils fassent de gros investissements à l'endroit de ce secteur, et ce secteur en a besoin. Très bien. Maman Bachar, ce n'est pas pour la première fois que des institutions annoncent, promettent de gros investissements, mais à quelque part, il y a difficulté au niveau des mécanismes de décaissement de ce fonds.
qu'est-ce qu'il faille faire? Oui, généralement, effectivement, c'est à ce niveau-là que les difficultés se posent. Il y a des effets d'annonce. Bon, tout de suite, à l'occasion d'une rencontre internationale, on annonce de grosses enveloppes. Mais quand on vient donc au bilan, on constate qu'il y a peu de pays qui ont pu consommer même à 50 ou à 60% le montant qui leur aurait été affecté. On parle de capacité d'absorption même des crédits dans leur langage. Vous voyez un peu le problème qui se pose. D'abord, il y a des questions de conditionnalité. C'est-à-dire, si vous voulez accéder à tel financement ou à tel équipement, il faut que vous arriviez à tel stade, que vous réalisez tel investissement, que vous ayez tel personnel, que vous ayez tel niveau de couverture. Nous, on vient en accompagnement, sinon notre accompagnement sera sans objet, donc il ne sera pas efficace. Et comme nous sommes des institutions financières, nous voulons certes aider, mais l'efficience et l'efficacité et l'impact de nos investissements doivent être perceptibles. À défaut, donc on ne pourrait pas vous accompagner. Donc ça pose des véritables problèmes d'absorption des crédits pour les États comme les nôtres. Imaginez un pays comme le Niger, avec ses plus de 17 millions d'habitants, nous n'avons que pratiquement tout au plus 7 hôpitaux véritablement nationaux. Vous avez les CHU, vous avez l'hôpital national ici de Niamey, vous avez l'hôpital de Zender, vous avez l'hôpital de Galmi, vous avez l'hôpital d'Arlit, et maintenant le tout nouveau qui est l'hôpital de référence. Tous les autres sont des centres secondaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas adéquatement prendre en charge un certain niveau de souffrance, donc je vais dire ici de maladie. Donc il me semble que on doit travailler sur deux axes majeurs. Le premier, c'est l'axe prévention. Est-ce que nous investissons suffisamment ici dans la prévention des maladies? Par exemple, vous voyez cette question de palu là. Chaque année, nous constatons qu'il y a un minimum de 4 à 5 millions de Nigériens qui tombent malades du palu donc pendant l'hivernage. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de la prévention? Et dans ce cadre-là, de cette prévention-là, quel en a été l'impact récolté lorsque nous avons mis en œuvre un certain nombre de politiques? On peut évaluer. Puisque c'est des chiffres là, ici il n'y a pas de demi-mesure. Les chiffres seront parlants parce que il y a des enregistrements qui se font au niveau des centres de santé, on peut le constater. Deuxièmement, deuxième axe, il me semble le plus important, c'est la prise en charge des maladies chroniques et ou génétiques, c'est-à-dire ces maladies-là desquelles tout le temps on investit, mais on ne voit pas beaucoup d'impact. Ici, je vais parler d'abord principalement des cancers, je vais parler par exemple de l'hépatite B, je vais parler ici, oui, de diabète, je vais parler de l'hypertension artérielle, qui sont aujourd'hui des maladies qui deviennent de plus en plus ordinaires, qu'on constate même chez des jeunes gens. Et là, je pense que quand même, il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait assez dans le contrôle même de l'alimentation des populations? Puisque si on permet à toutes sortes d'arômes, toutes sortes de sucres, toutes sortes de sel, venir envahir nos marchés et laisser nos populations consommer cela, il faut qu'on paye cela. Et de l'autre côté, il y a des conséquences qui sont évidentes. Très bien. Gary, en quelques secondes, puisque vous voyez le temps qui nous est donné vraiment tire à sa fin. On a comme impression, d'après les deux interventions de Bachar et de Maman Abdou, que les États doivent prendre leurs responsabilités et investir en fonction de leur budget national. C'est ce que cela veut dire? C'est vrai, c'est extrêmement important, comme l'a dit Maman. C'est-à-dire que les premiers efforts doivent venir des États. Mais nous avons des États extrêmement pauvres qui ne peuvent pas assurer pleinement. Donc l'apport extérieur est toujours important. Cet appui que va donner la Banque mondiale et le Japon, c'est extrêmement important. Mais encore une fois de plus, il y a deux problèmes. Il y a d'abord les promesses, est-ce qu'elles vont se concrétiser dans les faits? Et dans le temps aussi. Dans le temps. La deuxième chose, est-ce que ces fonds-là vont être bien gérés? Parce que vous vous rappelez,
le Fonds mondial contre le sida et le paludisme, il y a eu des scandales en Afrique. Il y a eu des scandales de détournement, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème, quelque part, un manque de confiance. Quels sont les mécanismes qui vont être mis en place pour pouvoir, cette fois-ci, empêcher à ce qu'il y ait des détournements? Parce que dans certains pays d'Afrique centrale et même en Afrique de l'Ouest, je vous dis, le Fonds mondial, il y a eu de gros scandales il y a quelques années de cela. Les gens se rappellent très bien. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Quels sont les mécanismes qui sont prévus pour que cette fois-ci, qu'on puisse faire en sorte que cet argent-là, que certaines brebis galeuses ne puissent pas les détourner? Très bien. Très bien. C'est ça les questions. Très bien. Mesdames et messieurs, dernier aspect de ce JT politique. À Libreville, au Gabon, Jean Ping, principal opposant à la réélection d'Ali Bongo, s'est déjà déclaré vainqueur, notamment sur la base des chiffres et informations qui sont fournies par l'opposition à l'issue du scrutin du samedi dernier, alors que la centralisation des différents résultats n'est pas achevée. Selon le ministre de l'Intérieur gabonais, les résultats officiels sont attendus mardi 30 août soir. Je serai le président de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais dans quelques heures, dans quelques jours, nous serons enfin libres. C'est ce qu'avait indiqué face à la presse l'opposant Jean Ping. Alors, Maman Abdou, qu'est-ce que cette élection au Gabon vous inspire avec la sortie de l'opposant Jean Ping et qui se proclame déjà vainqueur avant que la commission électorale ne se prononce? N'est-ce pas là des prémices de tension au Gabon? Bien, merci. Avant de répondre, moi, très brièvement, puisque nous avons quelques minutes. J'ai suivi la campagne électorale au Gabon, j'ai suivi les commentaires et les dires des uns et des autres. Mais c'était mieux, vous savez, l'opposition en Afrique, c'est aussi ça. En dehors, elle s'exprime parfois en dehors des cadres recommandés et des cadres légaux. Normalement, même là-bas chez eux, je pense bien qu'il y a une commission et c'est le ministre de l'Intérieur qui vient proclamer les résultats. C'est pas un candidat qui s'auto-proclame vainqueur déjà. C'est vrai, quand il a gagné, s'il a gagné, il n'allait pas. Moi, je suis sûr que s'il a gagné, s'il a les résultats de ces élections dans sa main, il ne va pas se déclarer puisqu'il sait que pertinemment que la commission va le déclarer vainqueur. Mais très malheureusement, j'ai suivi son parcours, ses campagnes, c'est toujours une campagne agitée. Des discours va-t-en-guerre, le peuple va sortir, le peuple va se mobiliser en dehors de tout cadre légaux. C'est ce qu'il a toujours prôné au cours de ces meetings. Et moi je dis que le gouvernement va prendre effectivement les mesures nécessaires pour qu'il n'y aura pas une tension après la proclamation des résultats. Dans tous les cas, nous sommes des simples observateurs. Nous attendons effectivement que officiellement ces résultats soient proclamés. C'est pour cet après-midi. C'est pour cet après-midi. Alors, Maman Bachar, quels sont les garde-fous qu'il faut prendre justement au cours de la proclamation de ces résultats, puisque un opposant qui se déclare déjà président élu, alors que les résultats ne sont pas proclamés? Bon, je pense que normalement, à la veille des élections, il doit y avoir une charte de bonne conduite qui doit régir le comportement donc du leader, du candidat, donc que ce soit avant, pendant ou après le processus électoral. Et je pense qu'à l'espèce, il n'y a pas eu observation justement de ce code d'éthique parce que il y a une autorité légale à laquelle est conféré justement, si vous voulez, le pouvoir de proclamer les résultats. Il n'appartient pas évidemment à un candidat de s'auto-proclamer ou même de proclamer les résultats, quels qu'ils soient. Donc il me semble que là il y a eu un écart quand même qu'il ne faudrait pas répéter de mon point de vue et qui est susceptible évidemment de créer des questions, des situations de tension et peut-être pour ceux qui concernent cet opposant, c'est ce qui est recherché, parce que bon, malheureusement en Afrique on a aussi cette tendance, c'est que quand c'est pas soi-même, il vaut mieux que on se disperse, c'est-à-dire donc on crée une situation de chaos
qui puisse faire intervenir une force extérieure ou en tout cas qui puisse rendre le pays ingouvernable. Or, il faut bien que l'État existe pour que même les opposants existent, pour que le pouvoir existe. Donc il faut que vraiment désormais nos hommes politiques puissent avoir cet état d'esprit-là, la sauvegarde de l'État, c'est-à-dire l'observation des règles. Sinon, si on ne respecte les règles que quand elles nous sont favorables, c'est qu'il y a des difficultés. Et je pense que dans ces cas d'espèce-là, il faut attendre la proclamation des résultats. C'est pour ce soir. Évidemment, prendre des précautions, puisque après la proclamation des résultats, si c'est lui qui n'est pas déclaré vainqueur dit qu'il est vaincu, là, il y a félonie même. Très bien. En fait, c'est une infraction. Il y a un problème. Oui, Garé, alors, au cas où l'opposant, Jean Ping, comme il l'a proclamé, au cas où il est élu, est-ce que Ali Bongo va accepter les résultats? Non, vous savez, moi ce qui me désole dans le comportement de Jean Ping, c'est que ce monsieur a été président de la Commission de l'Union africaine. C'est une personne très respectée par la communauté internationale. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est pitoyable. C'est pitoyable. D'abord, première chose, d'abord il a servi le père Bongo. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il a été président de la Commission de l'Union africaine. Et à ce titre, lui, il doit être un homme qui doit donner l'exemple. Sage. Parce que quand il était président de la Commission de l'Union africaine, il a eu à gérer plusieurs processus électoraux dans divers pays. Comment Jean Ping Moi, je l'ai suivi. Malgré les expériences. Je l'ai suivi sur Vox Africa. Il m'a fait pitié. Parce que c'était des excès. Jean Ping qui dit que non. Il prend l'exemple de la Tunisie. Il dit non, les peuples ont droit à la résistance. C'est ce qu'il dit. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, il dit non. Il dit si on ne gagne pas, il sait qu'il vient, si on ne gagne pas par les urnes, le peuple va se retirer. Et vous savez, dans ce contexte électoral-là, il y a eu des rumeurs qui ont fait état en tout cas d'importation de cargaison d'armes. Par l'opposition. Est-ce que le Gabon mérite ce que Jean Ping veut nous faire subir, ancien président de la Commission de l'Union africaine, dont les délégués, l'opposition a ses représentants au sein de la commission électorale. La mouvance présidentielle a ses représentants. Tout le monde est d'accord sur les règles du jeu. Et partout ailleurs, il est dit, je suis sûr que c'est écrit aussi dans le... Personne n'a le droit de proclamer le résultat avant la commission. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui se bombarde président des Gabonais. Alors que les... En fait, s'il le fait, c'est parce qu'il a vu les résultats qui lui sont parvenus, qu'ils sont défavorables. C'est parce qu'il a compris qu'il n'est pas... Parce que la loi gabonaise, c'est un scrutin, c'est pas comme au Niger. Celui qui a le plus grand pourcentage, c'est lui qui est élu. Vous comprenez? Si Ali Bongo a 27%, Jean Ping a 20%, et que les autres ont 10-15%, c'est celui qui a le plus grand pourcentage là qui est élu. C'est ça la loi gabonaise. Si Jean Ping a fait des déclarations pour dire qu'il est vaincu, c'est parce qu'il a compris qu'il n'est pas vainqueur. Et que dans le cadre de ce qu'ils ont préparé, l'insurrection là, c'est dans ce cadre-là qu'il a fait cette déclaration-là. Parce que les procès vendredi qui lui sont prévenus lui sont défavorables. Et c'est pour cela, c'est ce qui explique l'assurance de Ali Bongo qui dit que non, lui, vous voyez, c'est là le paradoxe. C'est Ali Bongo qui dit que lui, il ne s'exprime pas avant que la commission. Alors là, je renverse la question à vous-même, Garé, au cas où Ali Bongo remporte les. Est-ce que lui, il va accepter Jean Ping? Non, je vais vous dire une chose. Avec cette annonce. Non, Jean Ping n'est pas dans un état d'esprit démocratique. Je vous dis ce qui va se passer, qu'il y aura des morts au Gabon. Parce que Jean Ping, qui est l'un des leaders de l'opposition le plus en vue, en tout cas pour concurrencer Ali Bongo, Jean Ping il n'est pas dans de bonnes prédispositions pour accepter les résultats. Il est en train de préparer l'insurrection. Et je vous dis ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a de fortes chances, parce que c'est le peuple qui décide, il y a de fortes chances que Ali Bongo soit réélu. Surtout qu'en Afrique, il est difficile d'organiser et de perdre des... Et c'est de façon démocratique, c'est pas qu'il y a eu de fraude. Non, parce que c'est le peuple qui décide malgré tout. Forcément pas de la fraude, il est mieux implanté que les autres. Ça peut arriver. Et l'emprise de la famille Bongo sur la population gabonaise est tellement important que c'est pas comme ça qu'on peut balayer ça de revers de la main. Je suis sûr qu'Ali Bongo sera élu. Mais je vous dis, quand on suit les débats de Jean Ping sur les plateaux de télévision, on comprend que ce monsieur-là, ce qu'il fait est tellement indigne en tant qu'ancien président de la commission. C'est tellement indigne qu'on craint le pire pour le Gabon. Très bien, très bien. Merci, chers invités. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous arrivons au terme de ce JT politique. Nous avions reçu
Maman Abdou est le directeur de publication du journal La Lettre des Citoyens, Maman Bachar, coordinateur national du réseau Espérance, et M. Gary Amadou, journaliste professionnel. Journaliste salarié. Voilà. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre patience. Merci surtout à ceux ou celles-là qui continuent de nous écrire sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci également à toute l'équipe en place. Merci et à la semaine prochaine, Dieu voulant, même heure, même fréquence. Dis-moi, cette fois-ci, tu n'as pas...